Pierre-Yves Rogeron, bonjour. Bonjour. Vous vouliez revenir sur l'affaire Zemmour et sa condamnation. Alors, sur plus largement la liberté d'expression en France. Mais là, pour le coup, soutien total, évidemment, à notre ami Éric Zemmour. Soutien total face à sa condamnation. J'ai vu que, par une interprétation très déshonnête, pour parler comme Michel Houellebecq, de ses propos, on voudrait lui recoller encore un coup par, comment dire, parce qu'il a dit qu'il fallait renvoyer tous les mineurs isolés délinquants, qui représentent quand même dans une ville comme Bordeaux un peu plus de 40% de la criminalité, parce que certains d'entre eux étaient des violeurs, des machins. Alors tout le monde a dit, il a dit qu'ils étaient tous des violeurs. Non, il a dit qu'il fallait tous les virer, sans quoi il a raison. Et donc, on va. Et surtout, qu'est-ce que ça dénote de ce qui est en train d'arriver dans notre société, c'est-à-dire une sorte de guerre civile langagière froide, qui est la préparation en mots d'un affrontement qui, lui, peut devenir chaud. Donc, surtout que vous avez eu plusieurs affaires comme ça entre-temps. On va les passer en examen. D'abord, l'affaire Zemmour. Pourquoi Éric Zemmour dit ça? Parce que ces mineurs nous coûtent très cher, parce que leur qualité de mineurs fait qu'ils sont protégés par des conventions internationales, la Cour européenne des droits de l'homme, plus le droit communautaire, hein, n'en déplaise aux européistes germano-serviles à la Michel Geoffroy et autres, donc et autres bagages oubliés de la Wehrmacht. Donc ils sont très difficiles à virer, parce qu'en plus, on ne peut pas vérifier si ce sont de vrais mineurs. Résultat, on se retrouve, si tu veux, avec ce que j'appellerais le syndrome du mineur roumain, c'est-à-dire, oui, il est mineur, barbu, tempe grisonnante, bon, ouais, mineur. Mais donc, la Grande-Bretagne, grâce au Brexit, hein, uniquement grâce à lui, est en train de régler le problème parce qu'elle se demande si elle ne va pas envoyer dans des États tiers, ce qu'en droit européen, là, vous vous grattez pour l'éternité si vous cherchez à faire ça, justement ces gens dont personne ne veut. Parce qu'il faudra bien s'en débarrasser. Alors on peut les envoyer, nous, je ne sais pas, au Niger, dans un pays qui acceptera que nous lui envoyions ces gens surnuméraires jusqu'à ce que ceux-ci, disons, bien évidemment, indemnisés très largement pour cela, jusqu'à ce que ceux-ci, je pense, insatisfaits des mœurs locales, soient obligés de rentrer chez eux. Éric Zemmour dit ça aussi pour une raison, c'est que ces gens-là surchargent l'aide sociale à l'enfance et qu'on leur fait évidemment, au nom de la xénocratie, on leur fait une préférence immigrée, qui fait qu'on laisse crever sur le bord de la route des tas de gamins qui, eux, en auraient réellement besoin. Donc Éric Zemmour a bien sûr raison, et l'amicale de la pleurniche qui rebondit sur ses propos n'entend qu'une chose, c'est-à-dire multiplier les condamnations pour persuader CNews de le virer. Déjà, CNews qui se met à quatre pattes par peur des opérations de boycott, alors que c'est pas le boycott qui menace CNews, c'est le fait de lâcher Zemmour qui les ferait rentrer dans les poubelles de la télévision, et ce pour longtemps, parce que en dehors de Zemmour, CNews, tout le monde s'en fout, il faut être très honnête. Donc, le, Donc ils n'ont pas intérêt, j'espère d'ailleurs qu'ils ne vont pas avoir l'abjection de le faire, parce que sinon il faudra leur faire payer de lâcher Eric. Mais voilà, ils veulent avant tout multiplier les condamnations également, pour qu'à un moment, ces condamnations soient mécaniquement assorties d'un volet pénal avec sursis ou ferme, et d'obtenir à terme une condamnation physique beaucoup plus lourde, parce qu'ils savent que financièrement, la chaîne a les moyens, Eric a les moyens, donc il faut pouvoir le traîner dans la boue, faire une atteinte d'abord de réputation, et ensuite essayer de rendre son maintien à CNews impossible par la masse des condamnations, avec des magistrats complices, comme 90% des magistrats le sont, certainement une volonté d'aller
une volonté d'aller, comment dire, d'aller vers des peines de prison fermes ou enfin, de sursis et d'abord, ferme ensuite. Qu'est-ce que ça dénote de notre société? Bah, je vais prendre un premier exemple avec monsieur, avec une espèce de particule décadente, de l'agacerie ou de l'agacenerie, peu importe, qui dit: «Oui, moi je j'aime pas le débat, je veux, en réalité, nous n'avons pas à supporter parce que il appelait pas à la censure, en fait. Il disait 2 choses. Il disait premièrement: «Je ne crois pas au débat», une position d'extrême gauche assez classique, et deuxièmement, il faut les idées justes, donc les siennes, contre les idées injustes, pourquoi pas, mais en réalité, ce qu'il essayait de légitimer, c'est le refus du pluralisme de la part de sa caste sociologique. C'est-à-dire nous, bourgeois de gauche, parce que ouais, je crois que c'est le clone d'un certain Eddie Bellegueule, qui est une espèce de, comment dire, d'écrivaillon destroy, qui raconte comment, grosso modo, ces amours, disons, ouvertes dans un sens renaud-camusien, l'ont plus ou moins bousillé psychologiquement. Mais enfin, à mon avis, intellectuellement, ça avait déjà été déboisé pour faire construire, donc ils n'ont pas dû aller bien loin. Donc, et c'était petit censeur. Je crois que c'est eux qui avaient essayé de faire censurer Marcel Gauchet. Donc, le fascisme est devenu vachement inclusif, hein. Enfin, il va falloir commencer par faire la liste de qui n'en est pas, hein. Hein, parce que là, pour le coup, le... donc voilà, l'événement le parallèle à ça, c'est justement, pour parler d'un grand homme qui lui est Marcel Gauchet, c'est la disparition de la revue de Marcel Gauchet, qui est le débat. C'est-à-dire que qui était une revue, disons, d'une gauche qui arrivait, d'une gauche que je qualifierais de gnostique. C'est-à-dire une gauche qui, au lieu d'être cléricale, ce qu'est la Gasnerie et tous ces gens-là, c'est-à-dire qui n'ont plus de Dieu unique, mais ont une morale droit de l'hommiste unique, et intouchables, et dont ils sont les inquisiteurs zélés. Alors s'ils étaient courageux physiquement, ce serait bien pire. Ces gens-là avaient en face d'eux une gauche qui avait compris que le totalitarisme pouvait entrer dans toutes les formes politiques. Et que le totalitarisme n'est pas un régime, contrairement à ce qu'on croit souvent, mais est une tendance de l'esprit fondée sur une déviation de l'esprit d'utopie. Et, sur, alors ça, en tout cas pour les totalitarismes modernes. Après, on peut avoir tout un questionnement sur les grands totalitarismes. Est-ce que l'Égypte pharaonique en est un, parce que c'est une thanatocratie, enfin c'est une terre où les morts gouvernent les vivants. Bon, ça ce sont des débats de spécialistes, mais en tout cas pour les totalitarismes du XXe siècle, ce sont des déviations d'idées d'utopie, c'est-à-dire de réécriture du réel à partir, disons, parce qu'il y a des tas de types d'utopies. Il y a des utopies militaires, il y a des utopies policières, il y a des utopies technologiques à la Jules Verne, etc. C'est-à-dire de réécrire le monde à partir d'une catégorie. Et généralement, d'ailleurs, soit pour le bien de l'humanité, ce que certains marxistes voulaient certainement, soit contre l'humanité, mais pour le bien de certains, ce qui est le cas des différentes utopies pangermanistes. Donc, cette gauche-là, autour de gens comme Marcel Gauchet, etc., l'ancienne gauche antitotalitaire dans ce qu'elle avait de meilleur, parce qu'elle avait aussi connu le pire, avait cette revue qui était le débat, dans laquelle il y avait quand même, de temps en temps, du Régis Debray, enfin, des choses de qualité. Cette revue malheureusement morte. Et ça dénote beaucoup, beaucoup de choses dans l'effondrement, justement, de cette harmonia qui est, disons, le fait de se sentir appartenir à un monde commun. Donc, le problème, c'est que la guerre civile des mots appelle souvent la guerre civile des faits, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas digérer les antagonismes et ne pas voir un rôle séminal au conflit. Ça veut dire que le fait national est là pour le transcender, entre autres le conflit nécessaire qu'est la lutte des classes, parce que sinon les sociétés n'avancent pas, ou du moins ont du mal à avancer,
ou alors se gèle comme la société de rente et de capital fictif qui est là, qui est une société en réalité qui est en train de geler sur pied, et qui après avoir gelé va pourrir, ou est déjà en train de pourrir. Et donc, voilà, si vous voulez, on veut étouffer toute parole dissidente, mais pas par la censure étatique parce qu'on déteste l'État, mais par la censure sociologique. C'est-à-dire, nous, journalistes de France Inter, le réel n'arrivera pas dans notre studio. Nous sommes des journalistes de droit divin. Le monde est ce que nous en disons. Ce que nous disons est, ce que nous ne disons pas n'est pas. Ce que vous vivez n'existe pas. Donc ces gens-là revendiquent ce droit à la censure sociologique. Et donc, le fait que des gens aient le droit de parler publiquement et de défier les organismes de liquidation intellectuelle, qui sont par exemple Hanouna ou autres, ce que fait Zemmour, ils ne peuvent pas le supporter. Et donc pour ça, ils utilisent le bras armé de l'antiracisme, c'est-à-dire de utiliser l'arme pénale pour, disons, d'abord multiplier les condamnations, et ensuite faire interdire d'antenne, du moins avoir l'excuse juridique d'une censure qui, elle, est décidée au préalable et qui est sociologique. Pour pouvoir avoir cette excuse juridique, il faut utiliser deux choses. Il faut utiliser deux types de censure. Une censure pénale et une censure que je qualifierais d'économique. La censure économique, c'est facile, c'est ce qui est en train d'arriver à Denis Robert. C'est-à-dire que les autorités du média, qui ont déjà, en termes de droit social, un très lourd passif, parce que je crois qu'il est le deuxième ou troisième, et en fonction de rédac chef, à être éjecté, avec le chaos de Lancelin, et Denis Robert, ce personnage pour lequel je n'ai pas une affection extraordinaire, parce que j'ai toujours trouvé l'affaire Clearstream extrêmement douteuse, pas l'affaire elle-même, mais la manière dont il en a survécu. Ensuite, je connais un tout petit peu ce qui s'est passé, sans entrer dans trop de détails, entre lui et Étienne Chouard. Il y a à boire et à manger dans cette histoire. Donc, ça, c'est la censure économique. Et qui équivaut au terrain juridique, là, par contre, par le droit social et autres. Donc ça, on peut l'utiliser contre certains types de journalistes. On l'avait utilisé à un moment, je crois, contre quelqu'un comme Daniel Mermet, par exemple, etc. C'est-à-dire, par contre, pour faire taire les journalistes populistes, on veut utiliser l'arme pénale. Et pour ça, il faut la tester sur les marginaux. Ce qui nous amène à un autre cas, qui est le cas de M. Hervé Lalin, dit Hervé Ryssen, donc personnage avec lequel je n'ai pas deux idées en commun, que moi je ne l'ai jamais vu, je crois qu'il habitait pas loin du parc Brassens, où j'étais libraire, puisque c'était là où d'ailleurs il a été connu, vu que c'était il y a une quinzaine d'années, quand il mettait des affiches de ses livres un peu partout. Donc voilà, la seule fois où j'ai entendu parler de lui, je ne l'ai jamais rencontré, et d'ailleurs ça ne me tente pas des masses. Et je sais qu'il avait fait une vidéo pour m'insulter, donc j'en parle tout à loisir. Cet homme-là a été incarcéré il y a à peu près, je crois, un peu plus d'une dizaine de jours, et sur le fondement de condamnation pour, disons, des atteintes aux lois contre les appels à la haine, donc la ligne des lois Pleven, Guesso, Taubira, Lelouch et Perben 2, des peines non exécutées que le magistrat a fini par vouloir faire exécuter. Je tiens à le dire, sans bien évidemment, la place de cet homme n'est pas en prison. Pourquoi ? Parce que je comprends tout à fait, j'ai aucune affection pour des gens qui pour moi ne sont pas des nationalistes, sont héritiers de la droite collaborationniste, parce qu'on n'est pas nationaliste quand on porte au nu des régimes qui ont fait des Français, donc, et qui ont tué des Français qui défendaient leur terre. Les collabos sont des gens qui ont été tués parce qu'ils défendaient une autre terre. Pour moi, ces gens-là relèvent de ce que j'appellerais historiquement la droite post-collaborationniste. Ce ne sont pas des nationalistes, déjà. D'ailleurs, quel futur pour la France, quelle souveraineté pour la France, quelle vie pour la France dans 30 ans, etc. Jamais, rien. Par contre, moi je suis partisan d'un État fort.
Et c'est quoi un État fort? Je vais vous citer ce grand penseur monarchiste, qui est un élève direct de Maurras, qui est Thierry Molnier. Un État fort, c'est celui qui supporte le plus de liberté possible. C'est ça un vrai État fort. Le reste, c'est de la gaminerie, c'est de la tyrannie, c'est là où le caprice devient la loi. Et voilà, il y a un côté là-dessus chez Macron. Donc, euh, donc, pour moi, un État doit supporter, y compris ce type d'opposants, car ce sont des opposants, enfin, ce type d'opposants, doit comprendre en tout cas ce type de marginaux, parce que ce sont des marginaux qui ne sont pas dangereux. D'ailleurs, ils n'ont jamais dévié sur des actes, ils n'en ont certainement pas les moyens, je ne dis pas qu'ils n'en ont pas la volonté, je ne sonde pas le cœur et les reins, mais je pense qu'ils n'en ont absolument pas les moyens, déjà. Donc ne représente aucune menace pour l'État. D'ailleurs, le seul homme qui est soutenu le contraire, qui est avant tout voulait l'utiliser pour avoir sa petite vie politique, qui est Emmanuel Valls, hein, Manolo. Et je ne suis pas certain que ça ait porté grande chance à Manolo Valls. Donc, premièrement, il ne sert absolument à rien enfin, c'est affaiblir l'État que d'utiliser l'arme pénale contre ce type de gens, premièrement. Deuxièmement, la cellule dans laquelle est cet homme devrait être occupée par un pédophile, par un violeur, par quelqu'un qui a fait un acte physique. Voilà. Je peux tout à fait comprendre la réaction, par exemple, de mon maître, notre grand Jacques Sapir, qui dit si c'est pas si, pour ce type de mec, ça pourrait être 12 balles dans la peau. Je peux tout à fait l'entendre et je comprends sur quoi ça se fonde historiquement. Je dis juste que si nous acceptons de voir une restriction aux libertés publiques, à la fin, elle visera les véritables ennemis du pouvoir, qui est le mouvement souverainiste. C'est-à-dire, pour tout pouvoir, le seul ennemi, c'est celui qui sait comment vous remplacer, qui sait quoi faire. Les autres, c'est pour ça que Jean-Marie Le Pen n'a jamais été un adversaire du pouvoir, Jean-Marie Le Pen n'a jamais voulu le pouvoir, et de toute façon n'aurait jamais su l'exercer. Ni pu ni su. Marine Le Pen l'a été davantage uniquement grâce à la personne de Florian Philippot. Donc, ces gens-là ne sont pas dangereux. Ils sont les faire valoir, d'ailleurs le pouvoir sera toujours perpétuellement là tant qu'ils seront là, et ils le savent. Ces gens-là ne peuvent pas remplacer le pouvoir, ils le savent, ils n'ont d'ailleurs aucune volonté, aucune idée de quoi faire à la place. Donc, le pouvoir n'a pas nécessairement à se méfier d'eux. Et d'ores et déjà, la sociologie utilise suffisamment de censure contre le mouvement souverainiste. Je n'ai pas envie qu'on légitime après, pour que ça frappe mes camarades, parce que l'UE aimerait beaucoup que sa critique devienne illégale. Je l'ai entendu assez souvent. Et je sais que c'est là-dessus, d'ailleurs Emmanuel Macron ne dit pas le contraire, vu que là maintenant il fait représenter la France par l'Allemagne. C'est-à-dire là maintenant, ça y est, c'est acté, la France n'existe même plus au sommet européen. Maintenant, c'est les Boches qui tiennent tout. C'est ça qui, qui est la vraie menace. Je vais donner un exemple. J'aurais beaucoup aimé que le mouvement national, enfin que, euh, que ces mouvements, que le mouvement national hors souverainiste, c'est-à-dire certains députés UMP, à l'exception d'un seul qui s'est mobilisé, ou même que ces mouvements radicaux, s'ils étaient le tiers de ce qu'ils disaient être, se mobilisent pour l'incarcération d'un Français qui était M. Perucci aux États-Unis dans le cadre de l'affaire d'Alstom, qui a fait quand même 1 an dans une prison spéciale américaine, c'est-à-dire dans le sous-sol d'une école de gladiateurs. Or, c'est le mouvement souverainiste, par l'intermédiaire d'ailleurs d'un proche du cercle Aristote, que Claude Rocher, qui a fait tout ce qu'il a pu pour un homme qui a tout perdu, qui est resté 1 an en prison dans le cadre d'un marchandage d'État où la sécurité nucléaire des Français était mise en jeu. Vous voyez, ce n'est pas tout à fait les mêmes enjeux. Et où d'ailleurs, une partie de la droite radicale refusait d'en parler pour une raison, c'est que la personne qui, à General Electric, a mis en danger la sûreté nucléaire des Français, c'est Madame Clara Lejeune-Guémard, qui est liée de notoriété publique aux argentiers du mouvement national, qui sont tous des catholiques traditionnalistes.
vu que c'est la fille du professeur Jérôme Lejeune, et la belle-fille de Jean-Marie Leméné, donc tout ce qui est réseau anti-avortement, Docteur Dor et tous ces gens. Donc, voilà, c'est pour ça que sur certaines radios, sur certaines antennes, il a été très difficile, quand ça aurait été utile, de parler de l'affaire d'Alstom. C'est dommage. Donc, voilà, vous voyez, c'est aussi pour ça que je me méfie quand on parle de censure, parce que la censure sociologique est souvent plus forte que la censure étatique. Et souvent, on censure, tout le monde censure des tas de trucs. Moi, je sais, par exemple, que l'ouvrage de Philippe Murer a été censuré par certains journaux de la gauche du mouvement souverainiste, qui veulent à tout prix, qui ne supportent pas que le meilleur livre d'écologie souverainiste ait été fait par un proche de Florian, par quelqu'un qui a la réputation, et d'ailleurs c'est pas totalement usurpé, d'être un gaulliste proche de Florian Philippot et de votre modeste serviteur. Donc voilà. Vous voyez, c'est pour protéger l'authentique mouvement nationaliste que je me permets de dire que je ne veux pas qu'on commence à... D'ailleurs, que je ne veux pas qu'on commence à utiliser l'arme pénale dans le débat public. Comme disait Alain Finkielkraut, que les prétoires ne remplacent pas les forums. Et de l'autre côté, si les associations qui ont demandé ces lois veulent être responsables, elles doivent comprendre que les mesures, par exemple, d'insolvabilité qu'utilise la délinquance de droit commun, allaient être copiées. Donc, et dans un pays où la règle de droit ne vaut plus rien, eh bien, qu'on allait multiplier les peines les peines non exécutées. Voilà. Et donc, qu'à la longue, il fallait utiliser, d'ailleurs, c'est la nouvelle stratégie de certaines de ces associations, multiplier les recours pour obtenir à la fin une peine pénale. Et je dis, la France vaut mieux que ça. C'est les lois Pleven-Guesso, Taubira, Lelouch et Perben II doivent être liquidées. D'ailleurs, tout ce qui résiste dans notre Constitution est en train d'être liquidé à l'échelon européen, puisque c'est à l'échelon européen qu'on veut nous remettre des lois comme la loi Avia. Donc, je pense que moi, je reste sur le fait de demander et de mettre au cœur du programme souverainiste la nécessité de l'équivalent d'un premier amendement, c'est-à-dire que pour moi, en dehors des attaques personnelles, c'est-à-dire des menaces et diffamations, d'un côté, des atteintes à la sûreté de l'État de l'autre, et des provocations directes à faire une infraction, c'est-à-dire, par exemple, je vais vous citer une phrase de Jean-François Kahn, tous les jours, je rêve de mettre une balle dans la tête de Jean-Marie Le Pen. Je crois que c'est une phrase approchante. Elle est citée par Arnaud Imatz dans Droite-Gauche, ce grand manuel d'idées politiques non conformistes. Et puis voilà. Voilà. Vous voyez, je pense qu'il faut revenir à une liberté d'expression pleine et entière, qui veut dire aussi de laisser s'exprimer des gens des gens dont les opinions dont les opinions peuvent nous dégoûter, mais je pense que c'est un prix à payer, qui est d'ailleurs illustré par le dernier cas que je voulais traiter, qui je crois est d'un rappeur qui s'appelle Corleone quelque chose, peu importe son identité, qui qu'on essaye de condamner pour antisémitisme, parce que qu'on essaye de condamner pour antisémitisme parce qu'il a eu des paroles atroces sur l'Holocauste. Très bien. Le problème, c'est que là encore, les associations qui entendent le faire condamner ne savent pas ou ne se rendent pas compte que c'était l'évolution logique, premièrement de la logique anti-française et anti-blanche du rap, qui a été très bien illustrée il y a quelques années par un ouvrage de Mathias Cardet, et que j'avais reçu en conférence, et
Et surtout, que dans beaucoup de banlieues, la seule chose qui soit détestée plus que la France, c'est les Juifs. Et donc, à un moment, la sous-culture d'analphabète, pour reprendre la très bonne définition du rap par Éric Zemmour, et je le dis d'autant plus que moi, je déteste pas le rap par antimodernisme. Je déteste le rap parce que j'ai adoré le vrai hip-hop américain fait par des gens qui, eux, étaient vraiment dans la merde. Hein, quand Tupac écrit For Bullet, c'est qu'il a 4 balles dans le buffet. Hein. Hein, je rappelle que je crois que Booba, si mes souvenirs sont bons, vient de Meudon-la-Forêt. Grosso modo, il vient d'un coin infiniment plus riche que mon petit village de paysans pauvres de 127 habitants. Donc, je crois que c'est également le cas de Jordana ou de gens comme ça. Donc, si vous voulez, les rebelles de Meudon-la-Forêt, ça va. Donc, le grand problème, c'est d'arriver à calmer le débat public. Et pour ça, je pense qu'il faut affronter le torrent de boue d'une libération de la parole, parce que jamais, ça je m'en été expliqué dans un débat que j'avais fait à Lille face à Jean Bricmont, je pense que jamais ces mouvements marginaux ne prendront pour différentes raisons. Et la preuve, les pays qui les ont traités par le premier amendement, je pense aux États-Unis d'Amérique particulièrement, ne les ont jamais vus grandir. Voilà. Le- Personne aux États-Unis ne connaît des gens comme Kevin McDonald ou comme d'autres qui sont les penseurs de ce radicalisme-là. Eh bien, je pense que nous devons arriver à aplanir le débat public. Ça veut dire d'accepter tous d'entendre des choses qui ne nous plaisent pas. Et pour l'instant, les seuls qui sont obligés d'entendre des choses dégueulasses sur leur compte à longueur de journée, eh bien, c'est mes frères, c'est les vrais nationalistes français, c'est les souverainistes, c'est les Français qui n'ont que la communauté nationale comme alma mater. Ce sont nos frères venus d'ailleurs. Voilà, c'est eux qu'on traite comme de la merde, sur lesquels on fait pression dès qu'ils l'ouvrent un peu, d'ailleurs, quelle que soit leur origine. Quand je vois ce qu'on a fait après la très courageuse prise de parole de notre cher Idriss Aberkan en Suisse il y a quelques temps, je vois que finalement, voilà, la vraie question, c'est France ou pas France, et selon que vous serez avec ou sans, eh bien, vous n'aurez aucune. C'est le cas de Patrice Carteron, c'est le cas de Éric Zemmour. Vous n'aurez pas de bouclier suffisant face à l'amicale de la Pleurniche, c'est-à-dire des gens qui estiment être les commissaires aux idées propres et que pour eux, tout comportement qui ne discrimine pas les bonnes personnes, hein, c'est-à-dire, Eric Zemmour le dit très bien, quand on dit que tous les hommes hétérosexuels sont violeurs. Je rappelle qu'il y a actuellement une série, je crois qu'il y a de Canal+, qui est sur le meurtre d'une pauvre gamine qui a été tuée par un salopard. Et en réalité, le père de cette gamine se bat contre la magistrature qui a bien sûr laissé par connivence sortir le monstre, et on dit c'est une femme victime des hommes. Non, c'est une femme victime du gauchisme judiciaire français. Voilà. Et ça, par contre, ça gêne personne. Quand on dit tous les hommes sont des violeurs, moi, je n'ai jamais violé personne, je vais avoir quelques témoignages pour le prouver, voilà, tous les hommes ne sont pas des DSK en rut. Il ne faut quand même pas déconner. Et le problème de Desk, c'est que la saison des amours revient à intervalles réguliers. Hein, donc puis surtout, dès qu'il approche un hôtel new-yorkais, là, il n'en peut plus. Si tu veux, c'est le fumet. Puis voilà, donc à un moment, nous devons sortir de cette guerre civile froide, parce que sinon, à un moment, les censures verbales ne suffiront plus et vont entraîner des actes. Et c'est une pente très glissante sur laquelle nous nous engageons. Abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas la cloche.